Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Philippe, ça va, merci. Toi aussi? Oui, ça va, merci. Je voulais parler avec toi aujourd'hui de liberté d'expression. C'est un sujet qui évidemment est d'actualité avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe avec des décisions aux États-Unis, en France, des réactions de l'Union européenne. Mais évidemment, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui a été aussi d'actualité pendant de nombreuses années. On pense à la liberté d'expression liée aux publications de Charlie Hebdo euh, et la manière dont certaines publications ont heurté les sensibilités. Donc, je pense que c'est important de revoir un peu, d'une manière générale, la liberté d'expression euh, comme principe de la liberté. Évidemment, sur cette chaîne, nous parlons de liberté et de souveraineté, donc il est évident que nous allons aborder, pas seulement forcément dans cette vidéo, mais même à d'autres occasions, la liberté d'expression. Alors, la première chose que je dirais, ensuite je te laisserai la parole, c'est que, en réalité, il y a une espèce d'antagonisme pour moi entre la liberté d'expression et la propriété privée. Pourquoi je dis ça? Parce que en principe, sur sa propre propriété privée, euh, nous avons la liberté d'agir comme nous le voulons. Et si on invite quelqu'un sur sa propriété privée, cette personne, elle fait ce qu'elle veut, à condition qu'elle obéisse, disons, aux recommandations ou même aux lois que j'impose moi-même sur ma propriété privée. Donc en fait, euh, si on parle purement de propriété privée, on parle pas tellement en réalité de liberté d'expression, on parle tout simplement de de la possibilité pour un propriétaire de décider qu'est-ce qui se passe sur sa propriété, y compris qu'est-ce qu'il est possible de dire ou de ne pas dire euh, sur tel ou tel sujet, par exemple. Il y a le fameux exemple de, du cas où on n'a pas le droit de crier feu dans un théâtre s'il n'y a pas de feu, par exemple. Donc ça, c'est un exemple, donc peut-être extrême, mais c'est un exemple où, soi-disant, la liberté d'expression n'est pas tolérée. Et là, je reviens à disons, cet antagonisme un petit peu entre la liberté d'expression et de la propriété, parce que si on prend le cas d'un propriétaire d'un théâtre, de quelqu'un qui, ou d'un cinéma, quelqu'un qui est totalement propriétaire de son cinéma, il doit évidemment mettre ses propres règles et ce serait peut-être même dans son propre intérêt d'interdire de crier feu dans un cinéma, dans son cinéma, s'il n'y a pas de feu. Parce que, effectivement, s'il y a une panique euh, qui s'ensuit et des personnes sont, par exemple, donc blessées, il y aurait la question de responsabilité qui se poserait. Et donc, si la responsabilité privée est également respectée, c'est-à-dire qu'il serait lui-même aussi responsable de ce qui se passe sur sa propre propriété privée, et donc il aurait lui-même un intérêt à, à interdire certaines choses. Donc on voit bien qu'il y a une incitation à introduire des limitations même de langage, même d'expression sur sa propre propriété privée, mais il faut mettre ça un petit peu en antagonisme avec une liberté d'expression qui est permise par l'État sur toutes les propriétés privées qui existent dans l'État ou dans la nation, euh, avec des exceptions qui sont introduites en permanence. C'est tout le temps des exceptions, plus ou moins dites ou non dites. On le voit très bien, hein, que certaines choses ne sont pas permises et certaines choses ne sont pas permises officiellement. Voilà. Voilà quelques réflexions pour commencer. Donc, quels sont tes sentiments ou tes idées à ce sujet? Alors, merci de la parole. Je pense que la liberté d'expression, au sens où elle est entendue communément, les personnes comment ça s'appelle, ne vont pas réfléchir en termes de propriété privée dans une première intention. Ce qui est certain, c'est que dans une propriété privée, chacun est libre de tenir les propos
qu'il souhaite. Et quand, par exemple, je reçois quelqu'un chez moi, ses propos sont libres. Et c'est d'ailleurs une des choses qui gêne beaucoup l'État, puisqu'il y a certains pays qui ont commencé à légiférer, en particulier lors de la Covid ou du changement climatique, je ne me souviens plus exactement, peut-être les deux d'ailleurs, pour pouvoir pénaliser les propos tenus dans la sphère privée. Évidemment, la contrainte vis-à-vis de la liberté d'expression atteint là un niveau majeur, puisque même dans un domicile privé, les propos ne sont plus libres, pas du fait de la personne qui est propriétaire, mais du fait de l'État qui a dit que dorénavant, ces propos seraient complotistes ou ce qu'on veut, et ils ne seraient pas tenus, et les personnes qui ont participé à la discussion devraient les dénoncer. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, dans la liberté d'expression, telle qu'elle s'entend couramment, c'est la liberté d'expression au sein de la société, pour moi. Et bon, en France, on dit que nous sommes une démocratie. Alors, nous avons déjà discuté de démocratie. Je ne suis pas convaincu que démocratie soit synonyme de liberté. Donc, on va prendre reprendre un terme commun. Nous sommes dans une démocratie, mais nous ne sommes pas forcément un pays de liberté. Et les atteintes à au droit d'expression, à la liberté d'expression sont très anciennes. Si ma mémoire est bonne, on a commencé par pénaliser un certain nombre d'opinions. Alors, on peut avoir des opinions qui peuvent nous paraître totalement scandaleuses ou totalement débiles, pour prendre reprendre un mot connu, mais même une opinion scandaleuse, quelqu'un doit avoir la liberté de l'exprimer. S'il exprime et que tout le monde trouve ça que c'est scandaleux, c'est simple pour la société. S'il ne l'exprime pas et qu'ensuite il va la diffuser ou elle va se diffuser dans des petits cercles et autres, le résultat va être pire. Parce que il va dire, mais si on me coupe la parole, c'est que ça dérange, donc c'est vrai. Alors c'est différent. Il vaut mieux laisser les gens qui ont des opinions scandaleuses, euh, à notre avis, les exprimer. Et pénaliser ce type d'opinion, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que c'est mémoire est bonne, je pense que ça a commencé avant, mais je me souviens de la loi Guesso qui a pénalisé, par exemple, le négationnisme. Donc, c'est sûr que ce genre d'opinion est profondément choquant, mais s'il y a des personnes qui le pensent, c'est à nous de les convaincre et de leur expliquer qu'ils se trompent. Ce n'est pas en les pénalisant ou en leur interdisant de parler qu'ils vont changer d'opinion, bien au contraire. On peut aussi parler de la pénalisation de sentiments ou d'opinions qu'on appelle islamophobes ou qu'on appelle homophobes, tout ça. Évidemment, ce sont une pente qui est extrêmement glissante dans laquelle s'engage le pays dans ces cas-là parce qu'on aboutit très facilement à un totalitarisme complet. Donc, la liberté d'expression, quand elle est contrainte et quand on pénalise des opinions, à mon avis, ce n'est pas du tout une bonne chose. Il vaut mieux que les opinions soient libres et que les gens discutent librement. Après, chacun, quand quelqu'un exprime une opinion, il doit bien entendu l'exprimer en respectant autrui, de manière tout à fait correcte, ou en langage parlé s'il a envie, mais on doit sentir qu'il y a un respect d'autrui. S'il n'y a pas de respect d'autrui et qu'il est chez moi, eh ben, je lui dis, ben, la prochaine fois, tu viens pas. Mais ça ne va pas plus loin. On ne va pas le pénaliser tant qu'il ne porte pas tort à la personne d'autrui. Donc, ça fait longtemps pour moi que la France ou les pays occidentaux sont dans une pente extrêmement répressive et pénalisante au point de vue légal de la liberté d'opinion. Bon, ensuite, j'ai évoqué deux cas, puis ça s'est vu pour la Covid, quand des médecins ou des personnes ont été traînés devant les tribunaux pour leurs opinions qui n'étaient pas tout à fait conformes à la doxa. Ensuite, la liberté d'opinion a été aussi combattue pour le conflit en Ukraine, par exemple, ou pour même le réchauffement climatique. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que quand dans un pays, une société a l'habitude d'avoir une répression de la liberté d'opinion, beaucoup de personnes s'autocensurent. Ça veut dire qu'un journaliste ne va pas dire forcément ce qu'il dit parce que ça aura des conséquences sur les privés ou professionnels. Donc, il va tourner cette fausse langue dans sa bouche pour sortir quelque chose qui sera correct. Alors, il y a les journalistes, mais il y a aussi beaucoup de personnes, même des individus dans la rue ou des personnes que l'on reçoit ou que l'on rencontre. Euh,
s'applique une autocensure parce qu'il y a certaines opinions qui ne sont pas admises. Donc, l'État n'a pas besoin de pénaliser de toutes les opinions parce qu'à partir du moment où un certain nombre d'opinions sont pénalisées, l'atmosphère de la société est telle que les gens s'autocensurent. Pour moi, une chose qui est de l'autocensure. L'autocensure est peut-être même l'aboutissement final du totalitarisme, parce que l'État n'a même plus à faire de loi pour que les gens soient complètement formatés. Donc, Oui, ben, je suis voilà. tout à fait d'accord avec toi. Même dans les démocraties, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une doxa dominante, une bien-pensance parisienne, par exemple. On voit bien que certains commentaires sont plutôt acceptables en compagnie et d'autres non. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette autocensure qui s'installe. Euh, il y avait il y a donc un philosophe qui s'appelle donc Timur Koran, je pense, un Turc qui a fait des travaux intéressants là-dessus, qui parle justement de cette autocensure et le fait que on ment sciemment pour préserver sa position sociale. Donc ça, ce sont aussi des phénomènes sociologiques, je dirais. Et même dans une société libre, je pense qu'il est impossible d'éviter ce genre de choses parce que chaque individu vit en communauté. Et donc, quand on vit en communauté, évidemment, il y a des dynamiques politiques, je dirais politiques dans le sens large, qui sont en jeu. Et donc, on maîtrise la parole, on ne dit pas tout ce qu'on pense et on s'auto-censure selon les situations dans lesquelles on se trouve. Ceci, je pense, n'est même plus à la rigueur du domaine du politique ou de la science politique. Je pense que c'est quelque chose qui est plus du domaine de la sociologie et c'est quelque chose qui existe également, qui existerait également dans une société libre. Mais néanmoins, c'est important de le prendre en compte dans notre discussion. Et moi, je voulais juste, pour terminer la conversation, évoquer un sujet qui est assez intéressant. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est quand on parle de l'ingérence de pouvoirs étrangers. Et donc, le prétexte qui est souvent donné, et tu reconnais exactement les différents exemples, hein, sans les nommer, mais est-ce que l'ingérence étrangère, par exemple, pour modifier les élections, ou modifier les résultats d'une élection, est-ce que ces ingérences sont une cause, ou disons un prétexte suffisant pour exercer une limitation de la liberté d'expression? Ma propre opinion, c'est non, évidemment, pour deux raisons. La première, c'est d'abord, il faut d'abord prouver réellement que cette ingérence existe. Ça a été très très peu le cas. Réellement, des vraies preuves rendues publiques. Deuxièmement, il faudrait aussi prouver que cette ingérence peut avoir ou aurait une réelle incidence sur les élections, plus que juste quelques dixièmes ou centaines de points, ou plus que dans certaines conscriptions, parce que je ne suis pas convaincu qu'une ingérence étrangère puisse réellement changer des résultats, alors que beaucoup de personnes, euh, disons, euh, choisissent avec beaucoup d'autres critères le personnage ou la figure politique qu'ils vont élire. Euh, mais ça va un peu plus loin. C'est pas seulement ces éléments pratiques, c'est aussi le fait que euh, si on dit ça, si on dit que c'est OK de censurer la liberté d'expression parce que il y a un risque d'une ingérence étrangère, cela ouvre les portes à tout type de, disons, de restrictions. Parce qu'en réalité, nous sommes tous influencés par toute une série de messages. Et ces messages peuvent venir de l'étranger, ces messages peuvent venir d'autres États ou des médias d'autres États. Donc à la fin, ça devient extrêmement compliqué de décider euh, qui est influencé par quoi exactement. Voilà un petit peu mes sentiments là-dessus. Donc, est-ce que tu as envie de répondre et on finit, Oui, on termine en cette deux vidéo-là? mots.
En deux mots, je pense que ce que tu as dit est pertinent. Je pense que si tu veux, les pays, les nations interagissent tout le temps les unes avec les autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce qu'on appelle ingérence, c'est une interaction qui est mal vécue. Par exemple, si une interaction qui est bien vécue ne sera pas une ingérence. Et ensuite, il y a aussi des personnes privées. On parle des instances particulières, par exemple Bill Gates, l'OMS, Schwab et le Forum de Davos, toutes ces personnes-là qui ont des ingérences dans la vie politique des États, de façon parce qu'ils veulent influencer l'opinion et puis modifier la politique des États. Alors, on a dit dans une de nos vidéos, j'ai dit que la liberté était contagieuse. Je pense que plus la société est libre, moins ce type d'action a une chance d'aboutir contre la vie des gens. Après, personne n'empêche quelqu'un d'essayer de convaincre les autres. Mais plus la discussion est libre, plus ce qu'on appelle une ingérence a peu de chances d'arriver ou d'aboutir. Après, il faut savoir que dans le monde actuel, le monde que nous vivons, les Occidentaux en particulier, appellent ingérence ce qui les contrarie. Mais ce qui les arrange, quand ils eux-mêmes interagissent avec d'autres pays ou avec des citoyens d'autres pays, ils ne considèrent pas ça comme une ingérence. Parce qu'il y a, euh, pour eux, il y a l'étendard de la démocratie, dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas tout à fait la même chose que la liberté. Donc, pour moi, la liberté d'expression forte et correcte avec une société où les individus sont souverains, parce que les individus sont souverains, peuvent gérer et sont suffisamment cortiqués pour pouvoir analyser les informations qu'ils reçoivent. Ce sont les pays faibles qui interdisent et censurent les opinions ou les chaînes étrangères, parce que s'ils sont faibles, ils se disent, mais nos concitoyens, quand ils vont recevoir des informations qui ne sont pas en accord avec ce que nous disons, le discours officiel est donc ça, les citoyens vont réfléchir et si ça se trouve, ils vont se dire qu'on n'est pas si bon que ça, donc ils vont vouloir nous virer. Ce n'est pas faux. Si le pays est suffisamment fort, que la souveraineté individuelle, la souveraineté nationale est suffisamment forte, n'importe quelle chaîne étrangère, n'importe qui peut venir toujours donner son opinion, il y a très peu de chances que cela change la situation du pays. Par contre, dans un pays divisé, dans un pays troublé, dans un pays qui n'a pas confiance en lui-même, à ce moment-là, les influences, les ingérences étrangères, pour reprendre le terme péjoratif, ont des chances d'aboutir. Mais en résumé en deux mots, la souveraineté individuelle, les libertés d'expression solides sont des garde-fous. Alors, le 100% n'existe pas, hein, sont des garde-fous solides contre toute ingérence, qu'elle soit extérieure, intérieure ou autre, à mon avis. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, merci. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de liberté d'expression parce que c'est un sujet vaste, mais je pense qu'on a fait déjà un bon tour de la question. Donc, Oui. merci, Patrick. Merci, Fine, à bientôt.